Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire par un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci à vous. Hélène Becquet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, alors moderniste et contemporanéiste. La question est de savoir si le 18e est le siècle moderne. Oui, le 19e est-il le siècle de l'époque contemporaine ? C'est un vrai débat. En général, pour les modernistes, je suis contemporaniste et pour les contemporanistes, je suis moderniste. Bon, on fait avec. Eh bien, on vous prend comme vous êtes donc historienne spécialiste des 18e et 19e siècles et vous êtes venu à ce micro afin de nous présenter un ouvrage collectif paru chez Armand Collin, L'exil des monarques entre abdication et désir de pouvoir, un ouvrage donc que vous avez dirigé. Hélène Becquet, vous recensez entre 1795 et 1950 qui voit la levée de la loi d'exil, vous recensez pas moins de 15 monarques. Certains ont régné, d'autres pas. Est-ce que ces 15 monarques sont une exception dans l'histoire européenne ? Est-ce qu'en somme, la France est un cas unique dans l'histoire ? Alors, donc pour être tout à fait exact, on évoque 16 personnages. Alors après, il y a quelques questions qui peuvent se poser, notamment autour de la succession à la prétendance chez les Bonaparte après la mort de Napoléon II. Donc, bon, c'est pour ça que j'étais restée sur une quinzaine, pour donner un chiffre un peu global. Alors, une exception en nombre, assurément. Une exception en tant que telle, pas complètement. Il y a des monarques exilés dès l'Antiquité, si on doit remonter le temps fort loin. Mais si on se contente des temps modernes, finalement, c'est une rareté, en tout cas, sinon une exception. Pour la période moderne, il y a quelques monarques qui sont partis en exil, le roi de Danemark, Christian II, et puis surtout les Stuarts, qui sont en fait la principale dynastie exilée au cours de l'époque moderne, et à laquelle les Bourbons de la branche aînée seront fréquemment comparés d'ailleurs au moment de la Révolution. Tous ces exilés au XIXe siècle, au fond, sont les victimes d'une instabilité politique ? Oui. En fait, c'est la spécificité du 19e siècle français, de la période qui s'ouvre en fait avec la Révolution, qui se poursuit ensuite jusqu'à l'avènement complet de la République, pourrait-on dire, en 1879. Donc pendant presque un siècle, les bouleversements politiques se succèdent en France. Et donc les régimes monarchiques succèdent à des républiques provisoires. Et cela entraîne systématiquement l'exil de la dynastie concurrente quand une autre dynastie la remplace ou quand elle est remplacée par la République. Alors il existe malgré tout une originalité française que vous soulignez, c'est que les exilés viennent de 3 dynasties différentes. Oui, précisément parce que finalement, quand la première dynastie à être exilée, c'est la famille de Louis XVI, donc c'est son frère, le comte de Provence, enfin ses frères, les comtes de Provence et d'Artois, qui ensuite, donc le comte de Provence devenant ensuite Louis XVIII en exil. Donc là, on est dans une forme d'exil classique, effectivement assez comparable à celui connu par les Stuarts auparavant. Et les choses se compliquent avec la création d'un empire par Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier, qui crée en fait une nouvelle dynastie. Et là, il y a quelque chose de parfaitement neuf, ce qui fait que dans le jeu politique français, il y a désormais, si on doit simplifier, au moins 3 options. Une option qui est une option républicaine, une option qui va être une option royaliste, et puis une option entre deux, entre deux si on veut, de synthèse en tout cas, qui va être celle de l'Empire. Et
Et à l'issue de la Restauration, donc si on se projette encore un petit peu plus loin, cette fois-ci, on ne fait pas, quand Charles X part en exil, il n'est pas remplacé par un Bonaparte, il va être remplacé par son cousin, le duc d'Orléans. Donc 3e dynastie qui rentre dans le jeu historique de la France. Bon. Et à son tour, en 1848, Louis-Philippe est chassé. Donc effectivement, on a 3 dynasties qui ont toutes régné sur la France, qui ont choisi en fait des options politiques différentes, et c'est pour ça qu'elles se survivent en exil. C'est parce que chacune n'a pas présenté le même programme politique. Chacune fait finalement, même les Bourbons de la branche aînée, une forme de synthèse avec des éléments puisés dans l'Ancien Régime, pour dire les choses rapidement, et puis des éléments puisés dans l'héritage révolutionnaire. Ces exilés ont un seul but, la prise de pouvoir. Ils sont en compétition ? Ils sont en compétition les uns avec les autres. Alors, il y a des négociations, parfois, en particulier entre les 2 branches de la maison de Bourbon après 1848. Pour les royalistes français, l'un des enjeux principaux après 1848, c'est d'essayer de réconcilier la branche aînée et la branche d'Orléans, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a un fossé profond dû au régicide de Philippe Égalité, donc, et à l'usurpation de Louis-Philippe. Donc la réconciliation n'est pas chose aisée. Et de toute façon, Orléans et Bourbon de la branche aînée sont en concurrence avec la dynastie des Bonaparte à plusieurs reprises. On ne peut être prétendant sans avoir un parti, sans avoir des partisans, bien évidemment. C'est une question difficile, oui, non. A priori, non. C'est impossible. Alors, c'est-à-dire qu'on peut toujours prétendre, mais on a peu de chances d'arriver à quoi que ce soit. Après, il y a le cas des prétendants de la branche aînée des Bourbons, que sont donc Charles X en exil, puis son fils, le dauphin, qu'on appelle aussi Louis XIX, en tout cas pour les légitimistes, où là, ce sont sans doute des gens qui, somme toute, ne prétendent pas à grand-chose, mais qui ont un parti. Donc, je ne sais pas s'ils sont prétendants malgré eux, non, parce qu'ils incarnent et ils ont conscience d'incarner une continuité dynastique, mais il peut y avoir en tout cas une forme de dissociation entre le parti et les prétendants. Mais il y a plusieurs de ces personnages exilés qui continuent d'avoir des partisans, voire une popularité, et la peut-être plus grande popularité que l'on voit, c'est cette légende napoléonienne qui court tout au long du 19e siècle. Bien évidemment. Et d'une certaine façon, ce qui est intéressant dans le cas de Napoléon Ier, c'est qu'il a peut-être sa plus grande popularité vient peut-être précisément de son exil à Sainte-Hélène. C'est-à-dire que c'est le moment où se crée une véritable légende napoléonienne dont il ne sera pas le bénéficiaire, parce que pour le coup, il est vraiment empêché. Il ne peut plus prétendre à proprement parler, même si là aussi, il a un parti, assurément. Et c'est en fait son neveu, donc c'est Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, qui va en bénéficier complètement par la suite. La Restauration est une chimère politique ? Au XIXe siècle, non. Et c'est pour ça que chacun reste campé sur ses positions, que les partisans de ces princes s'organisent en France. Il y a toujours une espérance de revenir sur le trône. Et effectivement, Napoléon Ier revient de l'île d'Elbe. De Sainte-Hélène, ce sera plus compliqué, mais de l'île d'Elbe, il revient. Louis XVIII, avant lui, était revenu. Et puis ensuite, Napoléon III prendra le trône. Donc, ce qui veut dire que tout au long du siècle, pour tous ces monarchistes, de quelque bord qu'ils soient, il apparaît assez évident qu'il est possible de revenir sur le trône. L'exil, ce sont les voyages, c'est assez fascinant parce qu'au fond, on a tous ces exilés qui sont dans toutes les cours princières de l'Europe, et qui ne sont pas un peu la risée de l'Europe ? Alors, de voir autant de dynastes, autant de prétendants. Ah ben moi j'ai Napoléon, moi j'ai Charles, moi j'ai Louis. Non.
La réponse est non. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de critiques, mais les critiques venaient peut-être plus souvent, finalement, de France que de l'étranger. Non, parce que très vite, en réalité, ils sont rejoints par d'autres exilés. Et les concurrences dynastiques deviennent assez fréquentes en Europe au XIXe siècle. Il y a des cas de concurrence dynastique en Espagne, au Portugal. Je pense qu'il y a un moment où ça ne fait absolument plus rire personne, en fait. Alors, il y a toujours des caricaturistes, il y a des caricatures en France assez amusantes, où on voit les trois prétendants se disputer. Bon, donc je ne dis pas que ça ne prête pas à rire, et heureusement. Mais disons que cela faisait partie des conséquences du bouleversement introduit par la Révolution française et le développement des idées libérales en Europe. Alors, donc, l'exil, ce sont les voyages. Ils passent d'Angleterre à l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Comment expliquer tous ces mouvements? Parce que des familles passent, au fond, d'un pays à un autre. C'est vraiment le contexte, l'intégration, la facilité d'être reçu ou pas par un prince, un autre prince. Oui, c'est le contexte qui joue, qui est en fait très différent d'une période à l'autre. Alors celui qui a le plus erré, c'est incontestablement Louis XVIII, parce que il est passé d'une cour à une autre en fonction de la politique de ces différentes cours, avant de terminer son exil en Angleterre à partir de 1808. Donc vraiment, il a été là où ses intérêts étaient le mieux ménagés, le mieux pris en compte, et c'est celui qui a traversé pratiquement toute l'Europe pendant son exil. Je dirais que ses successeurs dans l'exil ont souvent été peut-être plus chanceux parce qu'ils ont fini par trouver une résidence stable, presque. Donc pour son petit-neveu, le comte de Chambord, ce sera Frosdorf. Pour les Orléans, ce sera Clermont, par exemple. Donc, et ensuite, il y a une préférence en fonction des accointances politiques. Les Bourbons de la branche aînée, plus contre-révolutionnaires, ont une préférence pour l'Autriche. Les dynasties libérales, Orléans et Bonaparte, vont plutôt aller chercher du côté de l'Angleterre. Alors, on évoquait le fait qu'ils puissent être la risée, mais vous montrez au contraire que ce sont je vous cite, des rouages essentiels de l'histoire politique de leur temps. L'exil est aussi un levier politique ? Oui. Il ne l'a pas été pour tous de la même façon. Il permet... Maintenant, c'est un levier politique subi tout de même. On ne part pas en exil quand on peut faire autrement, soyons clairs. Mais disons que quand on part en exil, déjà, c'est qu'on a gardé la tête sur les épaules, au sens propre, ce qui en soi peut ne pas être une mince victoire. Il est certain que les frères de Louis XVI avaient eu tout intérêt à émigrer et à rester hors de France. Et ça veut dire surtout que vous pouvez continuer à entretenir des partisans à l'intérieur du pays, surtout si vous n'en êtes pas trop éloigné. La problématique vient aussi de là. C'est plus facile depuis l'Angleterre, par exemple, que depuis l'Autriche. Donc, il y a... l'exil n'est pas, en tout cas, la fin de l'histoire, ou pas nécessairement. Et ça a pu même jouer en la faveur de certains prétendants. De manière la plus évidente, me semble-t-il, c'est Napoléon III, qui a pu, en n'étant pas mêlé finalement pendant un moment à la vie politique française, même s'il a beaucoup écrit dans son exil, même s'il a tenté à plusieurs reprises des coups de force, mais il a pu bénéficier finalement de la mémoire entretenue par la légende napoléonienne qui lui a bénéficié. Et comme il n'était pas mêlé de manière directe à tout ce qui se passait en France à cette même époque, il a pu faire capitaliser en quelque sorte sur le nom de Bonaparte et revenir en se présentant comme une forme de solution évidente, voire de sauveur, enfin presque. Alors, nous avons une image peut-être biaisée de cette idée de l'exil. L'historiographie insiste généralement sur la douleur de l'exil, en oubliant
précisément la lutte et les espoirs, même d'ailleurs sur une île de l'océan Atlantique Sud, Sainte-Hélène. Nous avons fait une émission avec Pierre Brandas sur Sainte-Hélène, donc on ne va pas y revenir, mais voilà, vous avez voulu montrer à travers votre livre L'exil des monarques, paru chez Armand Collin, que il y a des luttes et il y a des espoirs pour ces hommes. Oui, effectivement, l'idée c'était de prendre un petit peu le contre-pied d'une forme de déploration. Alors, une forme de déploration qui a ses motifs, bien évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, on part en exil contraint et forcé. Il y a effectivement une douleur de l'éloignement. Et il y a une mise en scène de cette douleur par ces princes, ou par une partie de ces princes, ou par leurs partisans, donc qui sert aussi à nourrir un mythe qui soit... Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on va rencontrer autour de Napoléon Ier et qu'on va rencontrer aussi autour des Bourbons de la branche aînée. C'est nettement moins net du côté des Orléans. Mais il va y avoir une espèce d'imaginaire de cet exil, une thématique des princes exilés, des princes meurtris par leur éloignement de la patrie. Donc, c'est un pan qui existe, incontestablement, mais qui occulte finalement le fait que ces princes ont quand même pour but de revenir à un moment donné. Alors c'est vrai que dans le cas de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, c'était impossible, soyons bien clairs, mais ça n'est pas impossible dans le cas du comte de Chambord. Il a failli réussir. Donc, l'idée, c'était ça, c'était d'essayer de montrer qu'en fait, l'exil n'était pas simplement un moment de déploration, qu'il a pu être aussi un moment d'élaboration de nouvelles idéologies, qu'il a permis parfois à certaines mouvances de se constituer. Finalement, le légitimisme se constitue à proprement parler dans l'exil. Il y a un courant nouveau qui existe après la Révolution de 1830 et qui se constitue avec des princes éloignés. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Parce que vous parlez de patrie. Or, ces familles, enfin, l'idée de nation reste une idée avant tout révolutionnaire. Elle apparaît au XVIIIe siècle. Voilà, la somme des individus qui la composent. Est-ce que, malgré tout, on voit... un attachement à cette idée qui ferait que la personne du roi et la nation seraient deux choses différentes? Alors c'est une question qui est très complexe, alors, les choses sont très différentes d'une dynastie à une autre. Dans le bonapartisme et dans l'orléanisme, le roi n'est pas la nation. Il y a une séparation entre les deux qui est très claire, même si les discours considèrent que l'empereur, dans un cas, le roi, dans l'autre, sont les mieux à même de guider la nation. Le bonapartisme repose sur la souveraineté populaire, sur l'idée d'une souveraineté populaire. Donc, ces deux courants, l'orléanisme et le bonapartisme, sont héritiers de la tradition révolutionnaire et de la conception nationale issue de la Révolution. Les choses sont beaucoup plus ambiguës pour les légitimistes. Chambord, autour du comte de Chambord, et pour le comte de Chambord, il est assez clair que le roi est la nation. Le roi incarne la nation, au plein sens du terme. Et en même temps, quand on est attentif au discours d'une partie du légitimisme et des grands ténors du légitimisme comme Antoine Berryer, on voit bien qu'il y a une intégration, même chez les légitimistes, d'une idée de la nation qui, en réalité, est plus proche de l'idée révolutionnaire que de celle défendue même par le comte de Chambord. Et je dirais que même dans une certaine mesure, même le comte de Chambord n'y est pas complètement imperméable. Parce que après le comte de Chambord, la dynastie s'éteint et on part vers l'Espagne, ou on part vers les Orléans. C'est un des grands débats aujourd'hui. Et ce que font précisément valoir les légitimistes, c'est le fait que le roi est roi et il n'a pas en soi de nation, parce que le roi est la nation. Oui, c'est la conception du comte de Chambord. Mais ça n'était plus la conception de l'ensemble des légitimistes. Nous n'allons pas évoquer tous les personnages, les 16 personnages. Je vais m'arrêter sur 4 d'entre eux. On va essayer de s'arrêter sur 4 d'entre eux. Le premier, le plus évident, c'est Louis XVIII. Il y a toujours eu chez lui une détermination à régner. C'est un homme tenace. Oui, c'est un homme
qui est sans doute d'une intelligence assez remarquable. C'est un manœuvrier. Il est parfois difficile chez Louis XVIII de faire le départ entre ce qui est sincère et ce qui est du calcul politique. Le personnage est quand même assez complexe, voire assez retors. Il a toujours eu un positionnement à tout le moins ambigu à l'égard de son frère Louis XVI. Il est assez vraisemblable qu'à certains moments, il est songé qu'il aurait fait un meilleur roi que lui. Est-ce que on peut dire que c'est un modèle de roi en exil, qu'il crée une forme de typologie du roi en exil à l'époque moderne? En tout cas, il fixe un modèle pour le 19e siècle, me semble-t-il. Alors, il faudrait élargir cela sans doute à d'autres espaces européens, mais en tout cas pour la France, pour les dynasties françaises, il est celui donc qui va être le premier monarque exilé et qui a décidé qu'il n'abdiquerait pas. Et ça n'était pas forcément une évidence. Il a été démarché, notamment et principalement par Napoléon, qui voulait négocier avec lui un trône à Varsovie. Mais en fait, pour Louis XVIII, ça n'était pas concevable. Parce qu'il était, on retrouve cette idée d'incarnation de la nation, il était le roi de France. Il était roi de France et il ne pouvait pas être autre chose que roi de France, puisque c'était ainsi qu'on avait décidé les lois de dévolution au trône. Bon. Alors, il y a une forme, là encore, de paradoxe, parce que il apparaît comme un personnage, au fond, peu aimé des émigrés. On lui préfère le comte d'Artois, le futur Charles X. Comment expliquer ce décalage ? Le Louis XVIII, enfin le futur Louis XVIII, le comte de Provence, avait eu au moment de la période qu'on appelle souvent pré-révolutionnaire, donc au moment des assemblées des notables, une attitude qui était relativement libérale. Par exemple, au moment de l'Assemblée des notables qui devait décider du mode de réunion des États généraux, son bureau va accepter le doublement du tiers. Donc il a une espèce de réputation de prince presque patriote, en tout cas aux yeux de ceux qui ne veulent absolument aucun changement ou peu de changement, en tout cas dans le régime monarchique. Donc ça, c'est une première chose. Il est sans doute un peu plus libéral que son frère le comte d'Artois. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a choisi de rester aux côtés de Louis XVI. Il n'est pas parti à la suite du 14 juillet 89 en émigration comme le comte d'Artois. Donc aux yeux des émigrés qui sont partis le plus tôt, c'est un émigré tardif, puisque Louis XVIII quitte le pays. Il réussit sa fuite lorsque son frère est arrêté à Varennes. Ils devaient partir en même temps. Et en fait, le comte de Provence sort de France, ce qui n'est pas le cas de son frère. Donc, juin 91. Donc, juin 91, pour certains émigrés, c'est presque tard. Donc, ça veut dire qu'il a accepté une partie de la Révolution. Et donc, il est vu comme une espèce de traître, presque. Et il va falloir un certain temps pour que Louis XVIII arrive, en fait, à brider les ambitions du comte d'Artois, qui était le véritable chef de l'émigration. Et la concurrence entre les deux frères dans les premières années de l'émigration est très très forte. Justement, que signifie sur le plan des idées être en exil? Est-ce qu'on fait preuve de pragmatisme ou est-ce que l'on souhaite restaurer des principes? Tout dépend des prétendants. Il n'y a pas de cas unique. Dans le cas de Louis XVIII, il y a même un changement de tout au tout. Quand il devient, à ses yeux en tout cas, le roi de France en 1795, après la mort de Louis XVII au Temple, Louis XVIII considère qu'il doit renouer avec une monarchie, pour dire les choses rapidement, de type traditionnel. Alors, la formule, c'était l'absolutisme sans les abus. Bon, on est là plutôt sur une forme de conservation des principes antérieurs. Et c'est au fil du temps qu'il va évoluer. Et quand il voit qu'il a une possibilité de regagner son trône, là, il n'hésite pas
à changer finalement ces principes, à les arrondir pour pouvoir monter sur le trône effectivement en 1814 et à accepter une partie de l'héritage révolutionnaire. Alors il faut polisser ses idées, mais il faut aussi des soutiens, il faut de l'argent, il faut aussi une armée. Alors là aussi les moyens, donc souvent c'est l'un des gros problème, effectivement, c'est quels sont les moyens de ces princes en exil. Ils ont de l'argent, ils en ont souvent. Alors Louis XVIII, pas beaucoup. Les suivants auront été plus précautionneux compte tenu des aléas politiques et ils vont placer de l'argent à l'étranger. Charles X, la duchesse d'Angoulême, avait placé des avoirs à l'étranger en cas de problème. Les Orléans feront aussi des placements avantageux et leur fortune est tout à fait considérable. Bon. Donc l'argent, c'est un problème, mais disons que au XIXe siècle, souvent ils ont au moins une réserve de guerre qui permet de faire un certain nombre de choses. Une armée, ils n'en ont pas en revanche. Et là, c'est un des problèmes. Donc, soit il faut s'appuyer sur l'armée française en essayant de la retourner contre le gouvernement en place, qui n'est pas chose facile, même quand on s'appelle Bonaparte. Et là, pour le coup de force est quand même assez incertain. Donc, il va falloir beaucoup compter sur la chance, en réalité, pour réussir à revenir sur le trône. Alors, nous évoquons Louis XVIII. Je voudrais que nous passions à Charles X. Louis XVIII est en exil et devient roi. Charles X, lui, devient roi, mais il est obligé de s'exiler. La temporalité est contraire. Et justement, Charles est précisément tout le contraire de Louis XVIII en termes de caractère. Oui, les deux frères sont très différents. Louis XVIII est un politique, il a un sens politique qui est très évident. Charles X, non. Charles X perd une couronne qu'il aurait pu conserver très vraisemblablement avec un peu plus d'habileté politique qu'il n'en a eu. Donc il a... c'est quelqu'un qui est attaché à des convictions. L'émigration l'a rendu catholique fervent. Il a considéré que maintenir la royauté dans sa tradition, sinon la plus pure, du moins la plus proche de ce qu'il imaginait qu'elle devait être, était important. Maintenir l'alliance du trône et de l'autel. Donc il y a une forme quand même de continuité idéologique. Mais je dirais une absence totale de pragmatisme. Pierre Morel, donc, qui est l'auteur du chapitre consacré à Charles X, montre des Bourbons en exil, certes en échec, mais qui résistent, qui s'adaptent, qui innovent même. Alors, qui innovent en partie, disons que... ils sont plutôt portés par leurs partisans. Il me semble que dans le cas de Charles X et de Louis XIX, il y a une forme ils se laissent un peu faire. C'est-à-dire qu'ils maintiennent un principe, ils veulent maintenir un principe le plus intact possible. Le duc d'Angoulême, donc qui va devenir Louis XIX en exil, pour les légitimistes, en tout cas une partie d'entre eux, considère qu'il ne devient roi que pour transmettre un héritage intact à son neveu, le comte de Chambord. Et en réalité, les innovations, les évolutions viennent plutôt de leur entourage ou des légitimistes français qui, en fait, cherchent à maintenir le contact avec ces princes dont on sent tout de même que l'exil, en l'occurrence, les a repoussés dans le fort privé. Il y a quand même un retrait assez net chez Charles X et chez Louis XIX. En fait, à travers ces personnages, on a l'impression que s'enchevêtrent des valeurs, mais aussi un imaginaire. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de romantisme, de nostalgie, la nostalgie de la France que nous évoquions tout à l'heure, même si eux-mêmes, ils sont censés représenter cette France? Oui, c'est un sentiment qui est très fort, en tout cas chez les princes certainement.
dans la manière dont on les représente, oui. Ils se développent autour de Charles X, de Louis XIX et de Marie-Thérèse de France, donc qui est l'épouse de Louis XIX et qui est la fille de Louis XVI, donc qui porte en plus toute l'histoire de tous les exils depuis le début de la Révolution. Une forme, là on est vraiment dans une poésie de la déploration, dans une forme de romantisme nostalgique. Vous avez énormément de légitimistes qui viennent les visiter en fait, ces princes, et qui laissent ensuite des textes très romantiques avec beaucoup d'évocations de paysages et avec une forme de nostalgie douloureuse de la patrie perdue, qui est sans doute celle de l'expression des princes, mais qui est aussi celle imaginée par les auteurs eux-mêmes. Alors Pierre Morel montre bien ce que vous expliquez, le progressif éloignement vers une vie d'exilé discret. Voilà, Charles X est à Prague, puis ensuite il va à Gorica, près de Trieste. Voilà, je ne veux pas dire qu'il se renfrogne, mais il n'y croit plus. C'est difficile. Alors, il n'y croit pas. Pour ce qui est, alors Charles X de toute façon est trop âgé quand il part. Il sait qu'il ne reviendra pas. Enfin, très vraisemblablement, sans vouloir faire de psychologie de bazar, il y a quelque chose d'une forme d'un abandon chez Charles X. Et chez Louis XIX, il ne pense pas pouvoir revenir. En tout cas, c'est pas forcément son but. Il semble, et c'est ce qu'il dit, qu'il n'ait pas envie de toute façon, il n'envisage pas d'être restauré, lui. Peut-être de revoir la France, mais c'est ce qu'il dit à son entourage, de remettre la couronne à son neveu du jour où la restauration sera possible. Et Louis XIX, dans tout cela, est-ce qu'il est plus énergique? Est-ce que d'ailleurs Louis XIX a existé, puisque l'appellation de 19e du nom est même contestée? Ça a été contesté par une partie même des légitimistes. La vie de Louis XIX est en fait, cette période de l'exil est empoisonnée par la question des abdications, c'est-à-dire que quand avant de quitter la France, Charles X avait abdiqué et son fils le dauphin avait abdiqué aussi en faveur donc de leur petit-fils et neveu Henri, duc de Bordeaux, qui devient ensuite le comte de Chambord. Et une fois arrivé en exil, en raison de l'agitation politique de la mère du comte de Chambord, la duchesse de Berry, du duc de Bordeaux, la duchesse de Berry, elle veut reprendre le trône par les armes, donc elle s'agite. C'est elle l'innovation. L'innovation, elle vient en fait surtout de son côté à elle, donc elle va essayer de reprendre le trône pour son fils. Elle échoue. Et son échec, qui en plus est plus ou moins scandaleux puisqu'elle se retrouve enceinte alors qu'elle est sans mari, entraîne en fait une volonté chez Charles X de reprendre en fait la main sur le légitimisme, et donc il revient sur ses abdications parce qu'il ne veut pas de la duchesse de Berry comme chef de famille, il n'en veut à aucun prix. Et donc, ce qui fait que, pour certains, Charles X est le chef de famille et reste le roi en début de ses abdications chez les légitimistes. Et là, une bonne partie, et sans doute la majorité en réalité des légitimistes, considèrent que non, c'est son petit-fils, le duc de Bordeaux, Henri V, à leurs yeux, qui prendra lui-même le comte de Chambord, qui est le seul dépositaire de la royauté. Et donc, là-dedans, le malheureux Louis XIX va se retrouver, donc, quand son père meurt, dans une situation en fait assez complexe de savoir s'il faut qu'il prenne son titre ou pas en exil. Il choisit d'être Louis XIX, il le dit, il est le seul héritier légitime en vertu de la loi de dévolution au trône de France. Donc il revient aussi sur les abdications de Rambouillet, mais il précise qu'il ne veut être que le roi de l'exil et qu'il remettra la couronne à son neveu en cas de restauration. Donc, alors c'est un roi contesté, François de Coustin dit un roi nié, mais de toute façon lui-même, d'une certaine façon, lui-même ne voulait pas complètement porter cette couronne. Enfin, il y a une grande ambiguïté en fait chez le Louis XIX, ou le duc d'Angoulême, comme on voudra l'appeler sur le sujet. Justement, duc d'Angoulême, oui, duc de Bordeaux, comte de Chambord, ce sont des titres que vous appelez des titres de courtoisie. Pourquoi ces hommes ont-ils pris comme cela des
des titres qui, au fond, ne correspondent pas à ce qu'ils étaient, parce qu'ils sont finalement de France. Oui. Alors, c'est un problème de diplomatique. À partir du moment, si ces princes en exil conservaient leur titre royal de manière officielle, cela obligeait, en théorie, les gouvernements qui les accueillaient à les reconnaître comme souverains et à leur accorder les honneurs dus à des souverains régnants. Ce qui était embarrassant vis-à-vis des gouvernements français. Donc, dans le cas de Charles X et de son fils, c'était Louis-Philippe qui était sur le trône à ce moment-là. Et un pays comme l'Autriche, qui accueillait Charles X et sa famille, l'Autriche, même s'il n'aimait pas si le gouvernement autrichien n'aimait pas particulièrement les Orléans, merci, il n'était pas non plus question de se fâcher complètement avec la France. D'où ces titres de courtoisie qui permettaient de ne pas imposer la rigueur du protocole au gouvernement qui les accueillait. Alors, Louis XVIII, Charles X, Louis XIX, le dernier, le comte de Chambord, Henri V, donc, il est le dernier à avoir l'opportunité de monter sur le trône. Pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, qui est ce comte de Chambord ? Alors, le comte de Chambord est donc le fils du duc de Berry et le petit-fils du comte d'Artois, futur Charles X. Donc, le duc de Berry était le fils cadet du comte d'Artois, qui est mort assassiné en 1820. Et il se trouve que quand il est assassiné, la cour apprend sur le lit de mort du duc de Berry que son épouse, la duchesse de Berry, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, est enceinte. Et elle est enceinte de ce jeune Henri, qui va être titré duc de Bordeaux, et qui donc porte tous les espoirs de la Maison de France sous la Restauration, puisqu'il est le seul héritier direct, et que le duc d'Angoulême, le mariage du duc d'Angoulême étant stérile, tous les espoirs reposent uniquement sur ce jeune enfant. Donc, duc de Bordeaux, par les abdications de Rambouillet, il devient Henri V. Donc, pour toute une partie des légitimistes, il est Henri V dès 1830, et lui-même ne se considérera comme roi que à la mort de son oncle, donc le duc d'Angoulême, Louis XIX, en 1844, et il décidera à ce moment-là de prendre le titre de courtoisie de comte de Chambord. Alors, pour une raison pour diverses raisons, qui est donc les raisons diplomatiques, le fait sans doute qu'il voulait laisser à sa tante Marie-Thérèse de France la gestion de la famille, en tout cas à Frosdorf, et aussi parce que il considère qu'il ne peut être roi et pleinement roi qu'en France. Enfin, il est roi parce qu'il est roi de droit. Il est l'héritier légitime des rois de France. Et en même temps, son règne ne commencera effectivement que quand il retrouvera le pays. Alors, on voit bien à travers son exemple, alors on va le faire grandir, là vous montrez sa filiation, mais on voit bien à travers son exemple qu'il est nécessaire pour un exilé, d'un point de vue général, et ça vaut pour l'ensemble, d'entretenir des contacts étroits avec les familles d'Europe. Oui, dans le cas du comte de Chambord, le comte de Chambord a la chance d'être très intégré dans les dynasties européennes. Dans le contexte de l'époque, la dynastie, la Maison de France, donc les Bourbons de France sont c'est la première ou l'une des premières familles de monarques européens. C'est une des familles les plus prestigieuses. Et même en exil, disons que le prestige de la dynastie demeure d'une certaine façon. Et il se trouve que par sa mère, Marie-Caroline, il est lié à toute la famille des Bourbons-Naples, très prolifique. Donc il a beaucoup d'oncles, de neveux, de cousins, de cousines. Et il va avoir la chance, en étant en Autriche, de bénéficier des amitiés de Marie-Thérèse de France, donc sa tante, avec toute la cour d'Autriche, pour pouvoir faire lui-même un bon mariage, et sa sœur Louise va elle aussi faire un bon mariage, et ces mariages vont complètement les intégrer au réseau dynastique européen.
Ce qui fait qu'en fait, même en étant détrôné, il conserve une place importante dans le jeu politique européen du fait même de leurs alliances dynastiques. Le comte de Chambord épouse une princesse de Habsbourg, alors Habsbourg-Modène, donc Marie-Thérèse d'Autriche-Modène, mais issue d'une famille régnant sur un petit État, certes, mais d'une famille régnante, et sa sœur Louise épouse le duc régnant de Parme. Donc certes, ce ne sont pas des très grands États, mais ce sont des États, ce sont des souverains régnants, ce qui fait que les neveux et nièces du comte de Chambord vont eux aussi se retrouver alliés à toutes les familles régnantes européennes. Alors, je voudrais nous terminions sur sa pensée politique. Nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais au fond, on lui a offert la couronne et il était prêt à la prendre, sauf qu'il ne la prend pas pour une raison simple, il ne tient pas à garder le drapeau bleu, blanc, rouge. Est-ce qu'au fond, il ne jette pas la couronne par la fenêtre en restant comme ancré dans ses principes? Est-ce que c'est un homme qui n'avait pas ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos de Louis XVIII, le sens de polisser un peu les choses? Alors, c'est une vraie question. À certains égards, il y a quelque chose de l'ordre de l'énigme autour de cet épisode. Le comte de Chambord, je pense qu'il y a deux choses. Le comte de Chambord voulait défendre ce principe de la monarchie contre-révolutionnaire parce qu'il était persuadé que à faire des compromis, de toute façon, on n'obtenait pas ce qu'on voulait. Ça n'était pas une garantie de stabilité du trône. C'est-à-dire qu'il a vu ses cousins européens essayer de faire des compromis à la Révolution avec les différents courants révolutionnaires qui secouent l'Europe au cours du XIXe siècle, et une bonne partie d'entre eux ont quand même été détrônés. Donc pour lui, ça veut dire que ça ne sert à rien. Et donc il y a cette idée que même dans le cas de la France, il ne faut pas qu'il débute par quelque chose un compromis qui lui pèse trop, parce qu'il n'est pas certain que de toute façon, si les gens ne sont pas prêts à accepter ce qu'il propose, d'une certaine façon, ça veut dire que tôt ou tard son trône chutera. C'est cette conviction-là qu'il a. Donc, je ne sais pas si c'est un manque de pragmatisme ou plutôt une sorte de retour d'expérience qui lui fait craindre de revenir en France pour rien s'il se retrouve face à des gens qui ne veulent pas gouverner comme lui le souhaite. Et il y a sans doute chez lui la peur du malentendu, le refus de fonder en fait sur son trône sur quelque chose qui ne soit pas stable. Et il ne veut pas renoncer à ses principes pour le trône. La loi d'exil est votée, enfin une des lois d'exil, la dernière en tous les cas en date est celle de 1886, elle est abrogée en 1950. 1950 parce que le risque, si je puis dire, d'un retour du roi fait partie de l'histoire. Oui, parce que à ce moment-là, on a l'impression qu'il ne représente plus vraiment un enjeu politique. Et le comte de Paris lui-même est enclin à ce moment-là à rentrer en France parce qu'il a perdu, vivre en exil et essayer d'entretenir un parti en France coûte très cher. Donc il a aussi, il sent qu'il est en train de perdre de toute façon une partie de son aura et de son audience politique. Donc il y a d'un côté l'idée qu'il représente un risque moindre, et lui-même ressent finalement la nécessité de revenir en France, sauf qu'en acceptant de revenir en France, il accepte de ne plus être prétendant. Donc voilà, il y a une fin, effectivement, c'est qu'il y a une forme de fin de l'histoire. En fait, le comte de Paris a raté sa chance avec la guerre. Vous faites du général de Gaulle le dernier roi en exil ? Oui, alors par une forme de boutade en partie, mais pas seulement. C'est-à-dire que le général de Gaulle est l'héritier de toutes ces traditions monarchiques. Il est lui-même issu d'une famille légitimiste, et dans ses conceptions politiques, si on est très attentif, on voit beaucoup de choses en réalité qui remontent à des conceptions tirées, la manière dont il assure une forme de continuité républicaine en faisant de Vichy une parenthèse n'est pas sans rappeler la manière dont Louis XVIII voulait renouer le fil des temps. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans la posture gaulienne
juste après-guerre. Et De Gaulle doit de toute façon, il naît de l'exil. Et il doit son aura politique à sa posture d'exilé. Merci beaucoup Hélène Becquet d'être venue à notre micro. L'exil des monarques entre abdication et désir de pouvoir, un ouvrage paru chez Armand Collin. Donc il s'agit d'un ouvrage que vous avez dirigé et je dois de citer le Louis XVII paru chez Perrin, si mes souvenirs sont bons. Il me reste à vous remercier, très chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque préféré pour acheter le dernier numéro d'Histoire et Civilisation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et très bonne semaine à vous.